Figure-toi que j'ai été bibliothécaire. Ouais, c'est dingue. Et d'ailleurs, mon comparse dans Sexy Sushi, Mitch Silver, il a été bibliothécaire aussi. Donc, on était un duo de bibliothécaires. Donc, voilà, j'adore les biblis. Dernièrement, je me suis dit, c'est con parce que je lis plein de trucs, j'écoute plein de trucs. Il faudrait que je tienne un petit carnet où je note, puis je fasse des résumés. Ma grand-mère, elle faisait ça. J'ai retrouvé ses journaux où elle notait tout, puis elle mettait un petit commentaire, genre « pas très bien, vraiment trop cucu ». Et en fait, juste une petite note sur le livre, et j'ai trouvé que c'était intéressant, qu'il faudrait que je reprenne ça. Vous écoutez Par Effraction, le podcast qui fait entendre les murmures des milliers de livres peuplant l'une des plus grandes bibliothèques d'Europe, la Bibliothèque publique d'information. La BPI est désormais installée dans le bâtiment Lumière à Paris, aux 40 avenue des Terroirs de France, dans le 12e arrondissement, le temps des travaux qui se dérouleront pendant 5 ans au Centre Pompidou. Ce podcast est proposé par Balise, le magazine de la BPI. Aujourd'hui, mercredi 18 février, je suis devant la Gaîté Lyrique à l'inauguration du festival Effraction édition 2026 et je m'apprête à rencontrer l'écrivaine Rebecca Warrior, autrice de Toutes les vies chez Stock, juste avant sa conférence qui se déroule dans 30 minutes. Je monte les marches. Par Effraction. Bonjour Rebecca Warrior. Ça va ? Ça va. Ok. Merci de prendre ce quart d'heure de bulle auditive avec nous. C'est un quart d'heure ? Ah, c'est un quart d'heure. Ah ouais, C'est court. En fait, dans une demi-heure, vous êtes attendu à la conférence avec Lorraine Bastide. Donc, on va aller dans le studio d'enregistrement qui est là. Je te suis. C'est parti. Waouh, le studio, il est trop beau. C'est super. Rebecca Warrior, vous êtes musicienne, figure de la scène alternative. Vous avez reçu le prix de Flore pour Toutes les vies chez Stock, un premier roman qui tient autant du journal de deuil que de l'incantation spirituelle. C'est un texte bouleversant dans lequel vous racontez le cancer et la mort de votre compagne Pauline et la quête de sens littéraire, philosophique qui est la vôtre. Mon défi, ça va être de vous poser une seule question sur ce livre qui en soulève tellement. Dans ce livre, vous écrivez qu'il vous faut muer, changer de peau chaque matin, je vous cite. Un peu comme le serpent qui revient comme un motif dans votre livre, dans votre lit, dans vos nuits. Est-ce que l'écriture de Toutes les vies a été pour vous une façon de consigner, là aussi c'est un mot que vous utilisez beaucoup, consigner pour ne pas oublier ou au contraire une manière de vous débarrasser des mots pour faire peau neuve ? Me débarrasser des mots, certainement. C'est important, pour moi en tout cas, de mettre sur papier ce que j'ai dans la tête. Ça me permet de mieux vivre les choses. Je pense que oui, ce livre, il m'a permis vraiment un avancement, pour moi, psychologique assez intense, émotionnel, parce que oui, il a été très très difficile à écrire. J'en ai vraiment chié. Mais j'ai fait aussi un énorme travail en l'écrivant, de relecture d'auteurs qui m'ont beaucoup aidée. Du coup, j'ai fouillé beaucoup de choses aussi sur le deuil, sur la maladie, et aussi sur comment dépasser ça. Et je pense que ce livre m'a aidée à trouver quelque part des pistes pour avoir un sens à la vie, quoi. Donc c'était important pour moi de le faire, c'était vital pour moi de le faire. Ces auteurs et autrices sont très très présents dans le livre. Ce festival Effraction, où vous êtes aujourd'hui, est organisé par la Bibliothèque publique d'information. Qu'est-ce que c'est votre rapport aux bibliothèques, Rebecca ? Alors, les bibliothèques, j'adore. Figure-toi que j'ai été bibliothécaire. Ouais. C'est dingue. Et d'ailleurs, mon comparse dans Sexy Sushi, Mitch Silver, il a été bibliothécaire aussi. Donc, on était un duo de bibliothécaires. Ce qui fait pas trop sens quand on écoute notre musique. Mais j'adore ça, j'adore les livres. Moi, j'étais bibliothécaire à l'école quand j'étais aux Beaux-Arts. Je m'occupais de tout le stock qu'il y avait à l'école. Je gérais un peu tous les emprunts, les retours de l'école. Et ça me passionnait. Et puis, plus jeune, en fait, j'habitais à Saint-Nazaire. J'avais ma carte et c'est un moment qui a été un peu décisif parce qu'on a commencé, je sais pas comment ça s'appelle, les bibliothèques pour les livres audio. Je sais pas le nom. Je crois pas que ça porte de nom, il faudrait l'inventer. Je crois qu'il y avait un nom à Saint-Naz, ouais. C'était un autre étage. Il y a la médiathèque. Ouais. Et Sonothèque. Ouais. Et du coup, j'ai commencé vraiment à kiffer la littérature par le son. Moi, je lis pas ouf bien,
Donc ça a été une porte d'entrée assez géniale d'aller prendre les CD de Zarathustra lu par Michael Lonsdale. J'ai comme ça, j'ai une collection de livres audio assez phénoménale et j'avoue que je continue à adorer ça. Donc c'est ma grosse passion, les livres audio. Donc voilà, j'adore les biblis. D'ailleurs, je voulais dernièrement, je me suis dit mais c'est con parce que je lis plein de trucs, j'écoute plein de trucs. Il faudrait que je tienne un petit carnet où je note, puis je fasse des résumés. Ma grand-mère, elle faisait ça. J'ai retrouvé ses journaux où elle notait tout, puis elle mettait un petit commentaire, genre « pas très bien, vraiment trop cucu ». Et en fait, juste une petite note sur le livre, et j'ai trouvé que c'était intéressant, qu'il faudrait que je reprenne ça. Je vous ai demandé aussi de choisir un livre qui a beaucoup compté pour vous. Qu'est-ce que vous avez choisi ? J'ai choisi Marc Aurèle, mais là, je trouve pas mes lunettes, donc j'espère que tu vas pas me demander de le lire. Marc Aurèle, en fait, ce livre-là, il m'a donné l'impulsion. Dans mon livre, je parle énormément de livres puisque je considère les auteurs et autrices comme des aidants et des aidantes. Donc, je suis accompagnée constamment par eux. Mais il y a quand même 2 livres qui sont plus ou moins déclencheurs. Il y a Brigitte Giraud parce que j'ai lu son livre Vivre vite et je me suis dit c'est le moment d'écrire mon livre. Il y avait comme une urgence. Mais c'est quand même par Marc Aurèle que j'ai commencé à écrire. Pour moi, c'est un livre qui me suit depuis hyper longtemps parce que c'est un livre où il consigne. Bon, Marc Aurèle, c'est un empereur. Il est né en 181, je crois. Donc c'est old school. Et il voulait pas être empereur, il voulait être philosophe. Donc tous les jours, il notait ses pensées. C'est assez spécial parce qu'il ne les note pas en disant « je me suis dit que nanana ». Il dit « si tu nanana ». Il parle à la seconde personne. Donc ça ouvre vraiment, déjà c'est un journal qui est ouvert sur les autres. Et aussi, il consigne tout avec beaucoup de recul. En fait, moi, ça m'a donné envie de consigner moi-même, de noter moi-même dans mes carnets, tout ce que je ressentais, etc. Je pense que c'est une excellente méthode pour, comme on fait du sport, comme on fait pour aller bien, quoi. C'est essentiel pour moi, l'écriture, tous les matins. Et Marc Aurèle le précise bien. C'est ce que vous faisiez déjà depuis l'âge de 7 ans, en tout cas, c'est ce que vous dites dans toutes les vies. Ouais. Mais parce que j'ai pas lu Marc Aurèle à 7 ans. C'est ça que je me demandais. Pas du tout. Je lisais Astérix comme tout le monde. Mais quand même, je notais des trucs dans mon carnet assez jeune. Et quand j'ai découvert Marc Aurèle, je me suis dit, je comprends mieux pourquoi je le fais. En fait, on a un instinct qui nous pousse à faire ça. Et cet instinct, il faut vraiment l'écouter. Enfin, moi, il me semble que ce serait bien que tout le monde le fasse. Vous voulez nous lire un extrait ? Oui, alors voilà. Hop, biglouche. J'ai le temps ? J'ai pris 8 pages. Non. Si les âmes survivent, comment l'air peut-il les contenir depuis l'éternité ? Et comment la terre contient-elle les corps de ceux qui y sont inhumés depuis une éternité aussi longue ? De même qu'ici-bas, en effet, leur changement et leur dissolution, après une période indéterminée, font place à d'autres cadavres. De même, les âmes transportées dans l'air, après s'y être maintenues quelque temps, se modifient, se dissipent et s'enflamment pour être recueillies dans le principe séminal du tout, et laissent ainsi la place à celles qui viennent habiter avec elles. Voilà ce qu'on pourrait répondre à l'hypothèse de la survivance des âmes. Il faut d'ailleurs considérer non seulement la multitude des corps ensevelis de cette manière, mais aussi celle des êtres vivants que nous mangeons chaque jour, nous et les autres animaux. Quelle quantité est ainsi consommée et en un sens ensevelie dans les corps de ceux qui s'en nourrissent. Et pourtant, il s'y trouve assez de place grâce à leur transformation en sang, grâce à leur changement en vapeur ou en matière ignée. Quelle est à ce sujet l'enquête de vérité, la division entre le matériel et la cause formelle ? C'est chic, non ? Je peux vous en lire un autre ? Je pars en sucette là. Parce qu'il met tout ça, tu vois, il met tout ça en chapitre à la suite. Il n'y a pas de sens, ça part dans tous les sens. Donc je trouve ça aussi assez cool de voir que d'un paragraphe à l'autre, ça n'a pas de rapport. Cessez de tourner comme une toupie, mais à l'occasion de toute impulsion à agir, accomplir ce qui est juste, et à l'occasion de toute apparition mentale, s'en servir à ce qui correspond exactement à la réalité. Le premier, c'est une interrogation que je trouve vraiment intéressante. Je trouve que, tu vois, il devrait y avoir des débats comme ça régulièrement où on peut parler de, effectivement, où vont les âmes après la mort, que deviennent nos fantômes. Je trouve ça bien aussi qu'il parle de, oui, des animaux qu'on mange et qui sont en nous, dans notre sang, et qui sont intégrés. Il y a quand même une idée du cosmos, comme ça, les stoïciens, Marc Aurèle, il arrive juste après les stoïciens. Il y a beaucoup cette idée du grand tout et du cosmos, donc je trouve ça assez beau. Puis celui d'après, il me fait penser à la méditation zazen, qui dit qu'il faut s'en tenir jusqu'à ce qu'on voit et à être dans l'instant présent, quoi.
Penser pour moi-même, c'est le titre d'ailleurs d'un chapitre de votre très beau roman Rebecca Warrior. Penser pour moi-même de Marc Aurèle, l'édition que vous avez entre les mains, c'est l'édition Rivage Poche. Vous avez lu, je crois, le chapitre 21, page 96. Ouais, puis j'ai vu le 22 aussi. Et le 22. Et l'édition qui est à la BPI est suivie du Manuel d'Épictète. C'est l'édition de 1964, parue chez Garnier-Flammarion, traduit du grec ancien par Mario Meunier. Merci Rebecca Warrior, je vais vous accompagner pour votre entretien avec Lorraine Bastide. Mais le festival continue, on se retrouve les prochains jours. Ça marche, bye bye. Bisous. Bye bye. À demain. À demain, ouais. C'est vraiment une aventure collective et redire le plaisir de voir le festival Effraction s'installer ici à la Gaîté Lyrique, c'est une grande joie. Donc, merci beaucoup aussi d'être présente en nombre, ça fait très plaisir. C'est aussi une très grande joie d'accueillir notre première invitée à la Gaîté Lyrique, Rebecca Warrior, qui a, on peut dire, marqué la rentrée littéraire 2025 avec son très puissant texte Toutes les vies. Donc j'espère qu'on se retrouve tout à l'heure. Je vous souhaite un très bon début de festival. Merci beaucoup. J'ai eu à cœur d'effacer le nom, j'ai eu à cœur d'effacer mon nom avant de voir le sable en moi. Nous sommes samedi 21 février. Je suis de retour à la Gaîté Lyrique pour la suite du festival Effraction. Et j'attends que James Noël ait terminé la répétition de sa lecture musicale de ce soir pour l'interviewer dans le studio d'enregistrement de la Gaîté Lyrique. Juste après lui, je rencontrerai Stéphanie Arc, Louise Brouez et Adèle Rosenfeld, qui participent aussi aux conférences de cette journée très riche. Juifs, arabes, étrangers, nomades de second lit des rivières de sang de la planète Terre. C'est bon pour vous ? Bonjour James Noël. Bonjour Lorraine. Merci de prendre le temps de cette bulle auditive avec nous avant votre lecture musicale qui aura lieu tout à l'heure. Je vais vous emmener dans le studio de podcast de la Gaîté Lyrique. Vous me suivez ? Je vous suis. James Noël, vous êtes poète et romancier, vous avez été pensionnaire de la Villa Médicis et vous êtes l'auteur d'une œuvre foisonnante et majeure. On vous connaît notamment pour le souffle poétique solaire que vous déployez dans vos romans comme Belle Merveille, vos recueils comme Cheval de Feu, en puisant à chaque fois votre force dans les violences et les révoltes de votre terre d'origine, Haïti. Vous publiez aujourd'hui Pan aux éditions Au Diable Vauvert. C'est un recueil de poèmes qui se lit comme une déambulation. Il s'ancre dans la réalité de Port-au-Prince, une ville tatouée de balles, écrivez-vous. Mais c'est aussi un voyage vers d'autres villes, d'autres exils. Le pan est un motif que vous déclinez dans le livre comme un oiseau racine qui se fait déplumer. Dans ce livre, vous écrivez qu'à 40 ans passés, vous comptez plus de cadavres que de poèmes. Et pourtant, je trouve que ce livre est rempli d'espoir. Est-ce que ce livre est une façon de chialer en couleur, comme vous l'écrivez si joliment, sur votre pays ? Oui, merci de cette présentation. L'état du monde, Haïti, je considère Haïti comme une métaphore du monde. Je fais focus sur Haïti aujourd'hui, malgré ce qui se passe en Ukraine, malgré ce qui se passe en Palestine. Et le poète, il est un peu dépositaire de tout ça. C'est-à-dire, je me souviens de Belle Merveille et je parlais de poètes comme un sismographe qui capte des vibrations, qui capte tout. Et pour revenir au livre, à Pan, au fait, ça c'est à mon corps défendant, hein, c'est comme un prolongement de tout ce qui me traverse, les grands tremblements. Et là aujourd'hui, après le tremblement de terre 2010 en Haïti, nous sommes dans une situation extrême, inattendue, qui est la gangrène, c'est-à-dire les gangs qui prospèrent. Et ce n'est plus les arbres qui font forêt en Haïti, là c'est les gangs, des forêts d'armes qui vampirisent la vie d'un peuple, des femmes qui sont violées, des jeunes filles qui sont violées, des populations entières qui quittent leur quartier. Aujourd'hui, à quoi ça sert d'être poète, d'être écrivain ? Il n'y a plus d'espace vraiment même pour lire ses poèmes, pour propager le rêve, tout ça. Et ce livre, déjà, le fait d'écrire Pan, qui sonne aussi comme une balle, pan, 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 et en Haïti comme ça, en marchant à Port-au-Prince, la vie continue, hein, la fête continue aussi, hein, mais on entend constamment des balles perdues, il y a une normalisation de l'horreur. Écrire ce livre, pour moi, c'est comme
ma manière à moi, ma formule à moi, de comptabiliser les menées souffrances d'Haïti en gardant constamment l'œil ouvert sur la beauté. Parce qu'il y a des massacres régulièrement et ce livre, justement, raconte tout ça sans perdre de vue la beauté. La beauté, notamment par la poésie. Le festival Effraction est organisé par la BPI, l'une des plus grandes bibliothèques d'Europe. Quel est votre rapport aux bibliothèques, James Noël? Est-ce que c'est une des boussoles? Vous utilisez beaucoup ce mot dans votre livre. Et c'est Franck Etienne que je cite souvent, grand poète haïtien, grand poète du monde, tout court, qui me conseillait quand j'étais jeune poète. Il me disait: tu es trop maigre, viens faire du sport chez moi. Il me passait des haltères pour... j'ai plus de muscles intellectuellement aussi. Il me conseille dans ce sens. Il dit: un poète, un intellectuel avant tout, il doit être un bibliovore, il doit dévorer les livres. Et moi, j'ai eu la chance, mon premier boulot officiel, j'étais bibliothécaire au Centre culturel Pied-Poudré. Et c'est un couple d'amis, poètes, et sa femme, Aliette, qui me disait: James, tu dois aller au cinéma, il y a plein de choses que tu peux faire. Il y a un poste qui se libère dans une bibliothèque. Je pense que si tu envoies ta candidature, peut-être que tu seras engagé. Et j'ai écrit une lettre, et en une semaine, la responsable de cette bibliothèque, qui est devenue une grande amie, et c'est une conteuse pour la Clermont-Payant et de la bibliothèque Pied-Poudré, elle m'a convoqué. Donc du coup, j'ai passé une audition et j'ai appris sur le tas pour devenir justement bibliothécaire. Donc mon premier métier, c'était d'être bibliothécaire. Et évidemment, ça crée un petit vice, être un lecteur vicieux, de manière professionnelle, donc, pour dire que c'est plus qu'un rapport. C'est inscrit dans mon parcours. Ça fait partie de mon être au monde. C'est en tout cas un vice prometteur, puisque juste avant vous, dans le même épisode, Rebecca Warrior a aussi commencé par être bibliothécaire avant d'être musicienne et écrivaine. Ça crée des vocations. Je vous ai demandé, James Noël, de choisir un livre qui compte pour vous et qui compte dans l'écriture de Pan. Quel livre avez-vous choisi? J'ai choisi Gouverneur de la Rosée, parce que ce livre est un petit miracle à différents titres. Et l'auteur du livre en soi aussi est un homme miracle. Jacques Roumain, cet homme qui a une existence un peu brève, qui est mort à 37 ans. Et Gouverneur de la Rosée, c'est son livre posthume. C'est un chef-d'œuvre absolu. Ça fait partie des personnes comme Baldwin, qui n'est pas juste un auteur découvert comme ça. C'est une conscience, c'est-à-dire quelqu'un qui ouvre des portes, plein de portes, qui t'expose au monde, te faire comprendre des grands enjeux et des grandes problématiques. Jacques Roumain, il est né en 1907. Il a appris à lire Nietzsche en allemand à l'âge de 15 ans pour vous montrer un peu le phénomène, ce que c'est. C'est un révolutionnaire. À 18 ans, il n'y a pas d'autre phénomène comme ça. À 18 ans, il a écrit le manifeste du Parti communiste haïtien. C'est le fondateur du Parti communiste haïtien. Mais à 18 ans, il a écrit ce manifeste. Après, il est devenu ethnologue. C'est aussi un scientifique. Grand poète. Il a écrit Les montagnes ensorcelées, plusieurs nouvelles, et des recueils de poèmes, Bois d'ébène, et puis Gouverneur de la Rosée qui est sorti après sa mort. Dans sa vie, dans sa brève vie, il a eu au moins 4 ans d'emprisonnement, beaucoup d'exil, et une vie très très agitée, une vie très inspirante. Je le considère comme un Christ athée. Je reviens à Gouverneur de la Rosée, et qui est un roman. Et moi, en tant que jeune à l'époque, dans les années 2000, je tombe sur ce roman. En Haïti, on a 2 langues officielles, le créole et le français, avec des rapports compliqués vu l'histoire d'Haïti. Et puis, il y a cet homme, ce magicien, parce que là, on peut voir la magie, c'est-à-dire on ouvre Gouverneur de la Rosée, il y a un métissage, un brassage du créole et du français. C'est-à-dire les deux, ces deux langues font du corps à corps. C'est comme une confluence, voir que cela soit possible. Eh bien, moi, tout de suite, je comprends ce que ça veut dire être poète, rendre l'impossible possible. Et beaucoup de gens se sont inspirés, beaucoup d'autres auteurs se sont inspirés de Jacques Roumain, des écrivains de la créolité, Chamoiseau, Raphaël Confiant, et
Et c'est extraordinaire. N'importe quel francophone, un Français ou un Sénégalais peut comprendre sans problème Gauvin de la Rosée. C'est pas du tout un livre d'expérimentation linguistique, sauf que dans une fluidité verbale, linguistique, il y a tout ça. Et puis, il y a la trame. Le personnage Emmanuel, qui est le personnage central, un couple, on dit que c'est le couple du lendemain, Emmanuel et Anaïs, qui évolue dans le village Font-Rouge. Et Manuel, il vient d'un exil de 15 ans. Il était à Cuba comme planteur de canne. Et quand il est rentré dans son village natal, il trouve son village complètement en proie à la misère, complètement désespéré et surtout dominé par la sécheresse et la division, la haine. Comme à Cuba, il a fait des expériences, des rencontres, le voyage, sa forme, comme on dit. Il a eu une place de leader grâce à sa rhétorique pour commencer à rassembler les gens. Comme il passe son temps à essayer de défricher pour trouver une source pour faire revenir, irriguer le village. Évidemment, quand tu veux bien faire, c'est pas sans combat. Et à la fin du livre, il est poignardé. Et son rêve continue à travers Anaïs qui est enceinte, donc sa femme qui est enceinte, qui a pu donner naissance à un enfant. On sent que Manuel et son enfant et sa vision ont prospéré pour avoir gain de cause sur toutes les haines, tout ça. Donc c'est un livre qui m'a énormément inspiré, pas seulement par rapport à l'histoire. C'est un roman extraordinairement écologique avant la lettre. Et puis voilà, cette langue exceptionnelle qui est intemporelle, quoi. On vous sent très ému en parlant. Est-ce que vous voulez nous lire un petit extrait ? Bien sûr. Mais la terre, c'est une bataille jour pour jour, une bataille sans repos. Défricher, planter, sacler, arroser jusqu'à la récolte. Et alors tu vois ton champ mûr couché devant toi le matin sous la rosée. Et tu dis, moi, un tel, gouverneur de la rosée. Et l'orgueil entre dans ton cœur. Mais la terre est comme une bonne femme. À force de la maltraiter, elle se révolte. J'ai vu que vous avez déboisé les mornes. La terre est toute nue et sans protection. Ce sont les racines qui font amitié avec la terre et la retiennent. Ce sont les manguiers, les bois de chêne, les acajou qui lui donnent les eaux pour sa grande soif et leur ombrage contre la chaleur de midi. C'est comme ça et pas autrement. Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain est disponible à la BPI dans l'édition de 2015 parue chez Orphy. Merci James Noël. On vous libère parce que vous êtes attendu pour répéter votre lecture musicale avec Nicolas Repac, c'est ça ? Oui, Nicolas Repac. Merci beaucoup. Merci Lorraine. Et pendant que James Noël prépare sa lecture musicale, on reste sur le thème du lien au vivant, à la terre, grâce à 3 écrivaines qui s'installent autour de cette table, Stéphanie Arc, Louise Brouez, Adèle Rosenfeld. Bonjour à toutes les 3. Bonjour. Bonjour. Stéphanie Arc, bonjour. Vous êtes journaliste scientifique et enseignante, formée en sciences et en philosophie. Comment je n'ai pas sauvé la Terre est une fiction enquête drôle et inquiétante à la fois, où on suit une narratrice intriguée par des lambeaux de plastique dans des champs bretons et qui décide de s'infiltrer dans le milieu maraîcher. C'est aux éditions Rivage. Louise Brouez, vous êtes romancière mais aussi ingénieure agronome et autrice de plusieurs essais et romans sur l'écologie. Vous publiez Bleu comme la rivière, un roman aux éditions Phébus. C'est un texte inclassable, un livre rivière, écrivez-vous, qui interroge l'effondrement du vivant, mais aussi la maternité, la possibilité d'élever des enfants dans ce monde, le rapport au désir, le tout avec une liberté littéraire et de ton absolument unique, c'est réjouissant. Adèle Rosenfeld, vous aviez marqué les esprits avec Les méduses n'ont pas d'oreilles et vous revenez avec L'extinction des vaches de mer chez Grasset. Vous racontez notamment la disparition documentée d'une espèce marine découverte au XVIIIe siècle par le naturaliste allemand Georg Wilhelm Steller, qui lui donnera son nom, la rhytine de Steller. Disparition ou plutôt extermination par l'homme en moins de 30 ans. C'est à la fois un roman d'aventure, une méditation mélancolique qui nous interpelle sur l'importance
qu'on accorde ou pas à ce qui disparaît. Vous intervenez toutes les 3 dans moins d'1 heure pour le Festival Effraction pour une conférence sur le vivant. Donc le chronomètre est lancé. J'ai une question commune sur vos 3 livres. Chacune à votre manière, vous observez des pertes, des destructions. L'empoisonnement des sols par le plastique chez vous, Stéphanie, l'extinction d'une espèce chez vous, Adèle, l'assèchement de nos rivières intérieures et extérieures chez vous, Louise. Le thème de ce festival, c'est la littérature du réel. Est-ce que, pour toutes les 3, la littérature peut changer quelque chose pour conserver la mémoire de ce qui disparaît ou bien pour réensauvager le monde? C'est votre expression, Louise Brouez. On commence par vous. Alors je dirais que, vu qu'il y a de moins en moins d'animaux sur Terre, j'ai envie d'en mettre dans les livres. J'ai l'impression que si on repeuple ou qu'on réinsulfe de la bibliodiversité, ça va avoir un impact sur la biodiversité. J'aime bien les liens qu'entretiennent les livres avec le réel et je suis peut-être optimiste, mais j'espère qu'il y a un dialogue et que ce qu'on met dans les livres permet de faire fleurir, on va dire, notre imaginaire et ensuite le monde. Et d'ailleurs, dans le texte, il y a des scènes parfois que j'ai écrites avant moi-même de les vivre. 2 scènes en particulier, comme si vraiment la littérature avait une valeur performative. Stéphanie Arc. Oui, moi j'ai le sentiment que la littérature, en tout cas ce qu'elle m'a permis de faire, c'est d'attirer le regard sur ce qu'on ne voit pas, ou ce à quoi on n'accorde pas forcément de l'attention, notamment ces fameux lambeaux de plastique qui jonchaient les falaises bretonnes où je me promène très souvent. Donc ça permet d'attirer l'attention sur des choses qui paraissent aussi parfois peu intéressantes. Je pense que ça, c'est un rôle fondamental de la littérature, d'une part, et d'autre part, pour ce roman, ça m'a aussi permis de dévoiler des choses que les gens ne savaient pas, que je ne savais pas moi-même, en menant cette enquête scientifique aussi, puisqu'elle est basée sur des entretiens, et donc de savoir ce que devenaient ces morceaux de paillage, puisqu'il s'agit de paillage agricole, et qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils se dégradent, quelle pollution ça pourrait produire, et tout cela n'était pas du tout connu ou très peu, donc ça m'a permis de déterrer, si je puis dire, des connaissances ou de les produire aussi. Donc la littérature, quand elle est documentaire notamment, peut aussi permettre de produire du savoir ou des connaissances. Et vous, Adèle Rosenfeld? Moi, je me suis intéressée à un animal disparu, donc, qui a été découvert par un zoologue au XVIIIe siècle. Et c'est saisissant comment la découverte et l'extinction se superposent dans cette histoire. Et je crois que justement, en proposant un texte qui est très court, très ramassé dans le temps, puisque qui correspond à la violence avec laquelle la durée de vie est très courte entre la découverte et l'extinction, c'est seulement 27 ans. Je crois qu'on fait l'expérience de ce que c'est que l'extermination en tant que telle, la fulgurance que c'est, parce que l'idée aussi du texte était qu'on s'attache à cet animal, donc il y avait vraiment quelque chose de très sensoriel autour de l'animal, et qu'en même temps on assiste impuissant à sa disparition. Donc c'est une expérience qui en soi peut être emmagasinée par notre regard, par notre nostalgie, qui ensuite peut nous influencer en tant qu'habitants terriens. Je crois qu'il y avait aussi cette dimension-là dans le texte. Ce festival est organisé par la BPI. Que représentent les bibliothèques pour vous? Est-ce que vous avez des souvenirs de bibliothèques? Est-ce que pour vous, c'est un lieu où on cherche à comprendre, pourquoi pas, l'histoire du crime écologique, des lieux où on apprend à survivre? Adèle Rosenfeld, vous gardez la parole. Je crois que c'est des lieux aussi où la littérature survit, parce que c'est l'endroit de la gratuité, où on peut accéder à tout un tas de ressources absolument colossales. Et puis c'est aussi des îlots de silence dans des villes très bruyantes. Donc c'est aussi des îlots où il y a énormément de projets qui sont portés. Je pense notamment au pôle sourd, par exemple, de la ville de Paris, où il y a énormément d'événements en langue des signes. Et il y a beaucoup de sourds qui viennent là pour parler la langue des signes, pour porter cette culture, par exemple. Ça se fait essentiellement dans les bibliothèques de la ville de Paris. Louise Brouez. Alors, bibliothèque, moi, ça m'évoque tout de suite refuge, un endroit où on échappe un peu à la surveillance. J'ai un rapport aussi très, très intime et très ténu aux bibliothèques de Paris. Dans le texte, je dis même que j'y vais parfois maquillée en talons aiguilles, chercher mes réservations. Et bibliothèque, ça m'évoque la petite bibliothèque aussi municipale de Sainte-Luce-sur-Loire, parce que les livres, c'est beaucoup lié à ma mère aussi, et c'est aussi la bibliothèque de mes parents, où j'ai vraiment grandi, qui existe encore, qui est très impressionnante. Et je dis souvent que j'ai grandi entre le jardin et la bibliothèque, et donc je ne sais pas trop où entre les deux. Mais cette bibliothèque m'a beaucoup marquée, ouais. Et vous, Stéphanie Arc?
En y repensant, là, du coup, je repense à un des premiers livres qui m'ont marqué, finalement, qui sont assez... je crois que je le cite d'ailleurs dans le roman, c'est 1984 que j'avais emprunté à la bibliothèque, je devais avoir une dizaine d'années. Je crois que c'était la version abrégée, parce que j'ai relu la version et ça ne m'évoquait pas les mêmes souvenirs. J'avais même fait une lecture à voix haute. Et puis sinon, en tant qu'adulte, c'est vraiment une caverne d'Ali Baba pour moi, et notamment, c'est vrai, les bibliothèques de la ville de Paris, même si, bon, à Toulouse, maintenant que je suis beaucoup plus souvent, il y a aussi des réseaux incroyables de bibliothèques, mais c'est vrai que c'était une des raisons pour lesquelles, dans mon premier roman, c'est un des arguments pour lesquels j'avais du mal à quitter Paris, c'est que j'avais peur de perdre cet accès à ce réseau qui c'est vraiment un réseau, quoi. Tout là. Il y a la réserve centrale qui est aussi ce mot magique qui fait notamment penser à 1984. Mais bon. Et la deuxième chose, oui, voilà, c'est que c'est en vérité comme une extension de ma bibliothèque. Je les trimballe un peu partout. Parfois, je les emmène à Toulouse, je les ramène à Paris. Enfin, ça voyage beaucoup. Je crois que le plus grand nombre de livres que j'ai vus, c'était 52 livres dans ma valise. Donc, c'est un sport athlétique presque. Je vous ai demandé d'en choisir un de livre, justement. Un livre qui a compté pour vous ou dans la construction de votre livre. Stéphanie Arc, vous gardez la parole. Oui, alors moi j'ai choisi un livre de Julia Deck, c'est Viviane Elisabeth Fauville, c'est son premier roman, il est sorti chez Minuit en 2012. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'inspiration se faufile par 1000 chemins différents, parce que le thème du livre n'a absolument rien à voir avec le mien. C'est l'histoire d'une quadragénaire en pleine crise existentielle, qui est très parisienne, c'est presque une femme haussmannienne, enfin qui habite Paris, donc rien à voir avec les pieds dans la terre de mon roman en l'occurrence. Et elle est en crise existentielle parce qu'elle vient d'être quittée par son mari et elle a un enfant en bas âge. Et donc on peut dire elle pète un câble, quoi. Et elle va chez son psy en urgence et finalement elle l'a tué, elle l'a pas tué, on ne sait pas. Tout le livre est basé sur cet événement tragique puisque le psy est réellement mort et il a été assassiné. Et donc ce qui m'a inspiré, c'est ce fait que la narratrice ne sait pas si elle a tué quelqu'un ou pas. Et voilà, que le roman est construit là-dessus, ça a été vraiment un déclic absolu. Évidemment, il y a le côté enquête, puisque c'est un livre de littérature blanche, mais c'est une sorte de polar, en fait, en quelque sorte, oui. Une enquête policière, un peu à la Robe Gris, si vous voulez, donc dans la même tradition Minuit. Mais du coup, j'ai bien aimé aussi ce jeu, puisque je définis un peu le mien comme un polar agricole, enfin c'est une sorte de polar, en fait, mais c'est pas vraiment un polar, mais c'est une sorte. Ça joue comme ça avec les frontières. Et la dernière chose qui a été très, très importante, c'est cette espèce de flou dans la narration. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si elle est fiable. Elle raconte des choses, mais elle-même est complètement confuse, alors que l'écriture est extrêmement précise et rigoureuse, ce qui est quelque chose qui m'importe énormément dans mon écriture aussi, la précision et le peu de mots, la densité. Et donc c'est à la fois la narratrice, et je m'arrêterai là, je pourrais en parler longtemps, mais il y a cette espèce de flou dans la narration, donc on est avec elle, on ne sait pas trop si ce qu'elle dit est vrai, il y a un travail sur la mémoire, et ça aussi c'était très important, comment on raconte quelque chose qu'on a oublié, quoi. Voilà. Donc il y avait toutes ces choses mêlées. Merci. Viviane Elisabeth Fauville de Julia Deck, c'est aux éditions de Minuit. C'est paru en 2012, vous l'avez dit. Aden Rosenfeld. Alors moi, j'ai choisi de parler de Sebald d'Après Nature, qui est son premier texte qui est paru en 1988. Et je l'ai choisi, même si c'est un texte qui est très étrange, qui est très hermétique, parce que c'est un triptyque donc en 3 parties. Donc le premier, c'est toute une partie consacrée à Martin Grunewald, qui est le peintre du tableau du retable de Dissenheim. Le deuxième, c'est Steller, donc le personnage qui a inspiré mon texte. Et le dernier, c'est Sebald lui-même. Et les 3 textes sont en fait ce qui réunit ces trois personnes, c'est surtout qu'ils sont nés tous les deux, ils ont grandi dans la région de l'Allemagne du Sud, donc c'est une région qui les réunit, mais c'est 3 époques différentes. Et c'est surtout sous la forme d'un poème élémentaire, il appelle ça un poème élémentaire, mais c'est vraiment des vers libres qui composent des biographies en vers libres qui sont très sensorielles. Et ces 3 parties sont aussi réunies par une phrase complète. Chacune des parties est un morceau de phrase. Moi, ça m'a beaucoup inspiré déjà le choc d'avoir découvert qu'on pouvait faire une biographie historique en vers libre. Donc la liberté que c'est, la radicalité que c'est de s'approprier une époque, une personne avant d'être un personnage, à la 3e personne. Et sous la forme de vers libres, ça a déclenché chez moi une grande liberté pour ensuite écrire cette première partie que j'ai écrite dans L'extinction des vaches de mer, autour de Steller. Et puis, cette idée de phrase qui réunit les parties, c'est ce que j'ai fait aussi avec ce texte-là. Et puis, se passer de il au je. C'était aussi un élément qui m'a beaucoup inspiré pour travailler ce texte et pour rassembler des textes qui semblent très éloignés. Et c'est aussi un texte qui fonctionne par analogie.
Donc il y avait aussi cette inspiration-là. Et ce livre donne l'exergue de votre livre. Exactement. D'après nature de W.G. Sebald, c'est sous-titré Poèmes élémentaires, traduit de l'allemand par Sibylle Müller et Patrick Charbonneau aux éditions Actes Sud. Merci Adèle. Louise ? Moi, grâce à vous deux, je viens de rajouter 2 livres à mon interminable liste de lecture qui me rapproche chaque jour un tout petit peu plus du bonheur. Moi, j'étais très marquée par Déborah Lévy. Tout à l'heure, je disais, il y a la bibliothèque de mes parents. Il y a beaucoup de livres qui sont, je trouve, parfois impressionnants. Est-ce que les écrivains sont des bons lecteurs ? C'est une grande question, mais en tout cas, il y a des livres qui nous donnent pas forcément envie d'écrire. Et Déborah Lévy, ça a été vraiment une révélation dans son écriture en jeu, en particulier sa trilogie autobiographique que j'ai lue, je pense 3 ou 4 fois entièrement, les 3 petits volets. Et tu parlais de 3 textes, là c'est 3 volets séparés mais qui vont ensemble. Je les ai à chaque fois offerts, donc à chaque fois je les ai plus. Mais ils m'ont énormément marqué. Déborah Lévy, c'est vraiment pour moi, elle dit qu'elle essaye de suturer le présent et le passé au sein d'un même paragraphe et sans couture. Et ça c'est vraiment ce que j'essaye de faire quand j'écris. Ça me rappelle un peu Virginia Woolf et Mrs. Dalloway, ce côté un peu cubiste. C'est-à-dire on n'est pas dans la chronologie. Comment un roman peut ressembler à la vie en faisant des collages sans qu'on voit la colle. Et avec Déborah Lévy, c'est ça. On est en train de prendre un café au lait avec sa grand-mère et tout d'un coup, on est 5 ans avant dans le centre-ville d'une ville d'Afrique du Sud. On ne sait pas comment. Mais elle a réussi. Et donc moi, ça me bouleverse. Elle dit aussi qu'elle emploie un jeu qui est elle et qui n'est pas tout à fait elle. Et souvent, moi aussi, je dis ça quand je parle de mes 2 derniers livres qui sont autobiographiques et j'ai prévu d'en faire 3. Donc, il y a quand même une influence assez nette. Et grâce à elle, je suis aussi revenue à des autrices françaises parce qu'elles parlent beaucoup de Colette, de Duras. Et c'est drôle. Ça m'a rappelé même des maraîchers canadiens qui avaient sauvé un peu les savoir-faire français et qui ont ramené ça. Et je trouve ça très beau, ces couloirs ou ces labyrinthes que prennent les savoirs, les livres, et de me dire que c'est repassé par là et que je me suis remise à lire Duras, Colette et d'autres autrices françaises grâce à elle. Ça me touche beaucoup. Vous vouliez nous lire un extrait, je crois ? Avec plaisir. Alors là, j'ai le coup de la vie. C'est le livre jaune, comme on l'appelle. C'est le 2e volet de sa trilogie autobiographique. Donc je vous lis juste le premier paragraphe, c'est le chapitre 1 et ça s'appelle « Le bel argenté ». Moi déjà, juste le titre de chapitre, je l'aime, il me fait sourire. Ainsi que nous l'a dit Orson Welles, une fin heureuse dépend du moment où l'on arrête l'histoire. Un soir de janvier, je mangeais du poisson et du riz à la noix de coco dans un bar de la côte caribéenne en Colombie. Un Américain bronzé et tatoué était assis à la table voisine, il approchait de la 50aine, avait de gros bras musclés, des cheveux argentés relevés en chignon. Il parlait à une jeune Anglaise d'environ 19 ans qui était jusque-là seule en train de lire un livre, mais qui, après un instant d'hésitation, avait accepté de se joindre à lui. Il a commencé par monopoliser la parole. Au bout d'un moment, elle l'a interrompu. La trilogie autobiographique de Déborah Lévy est disponible à la BPI. Ce que je ne veux pas savoir, paru en 2020, Le coup de la vie, aussi en 2020, et État des lieux, paru en 2021, tous les 3 aux éditions du Sous-sol, traduit de l'anglais par Céline Leroy. Merci à toutes les 3. Je vous laisse filer à votre conférence commune qui a lieu dans quelques minutes. Merci beaucoup. C'était Par Réfraction, le podcast littéraire produit par la Bibliothèque publique d'information, réalisé par Lorraine Malka, épisode spécial enregistré pendant le festival Effraction qui s'est déroulé à la Gaîté Lyrique en février 2026. Musique originale, David Federman. Merci à Rebecca Warrior, James Noël, Louise Brouez, Adèle Rosenfeld et Stéphanie Arc pour leur participation. Vous pouvez découvrir leurs romans en bibliothèque et en librairie. Pour écouter les épisodes de notre saison 2 en cours, consacrés à Victor Pouchet et Agnès de Sarthe, et ceux de notre saison 1, consacrés à Ramsès Kefi, Sephora Pondy, Anthony Passeron, Chloé Corman, Alice Zeniter, Rim Batal, Raphaël Meltz, Mathieu Palin, Blandine Rinkel ou encore Juliette Drouard, rendez-vous sur le site de la BPI, de son magazine Balise et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous aimez nos épisodes, merci de le faire savoir en vous abonnant et en ajoutant des cœurs et des étoiles. À bientôt!